Bonsoir à tous. Bienvenue à la deuxième réunion virtuelle et interactive de l'école Olysée. Je me présente, je suis Claire Gagnère, je suis présidente du fonds de dotation Christophe Février et coordinatrice du projet École Olysée. Je vais vous expliquer très brièvement comment va se passer cette réunion interactive. Je vais d'abord vous expliquer le fonctionnement de l'école, la présentation du projet. Je vous présenterai ensuite Florian, qui lui entrera plus en détail sur le projet éducatif, pédagogique de l'école Olysée. Pendant toute cette présentation, vous avez la possibilité de poser des questions. À droite de votre écran, il y a une boîte de dialogue où vous pouvez poser vos questions. Elles me seront ensuite transmises et en fin de présentation, nous y répondrons avec Florian. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment l'occasion d'avoir cet échange virtuel et interactif pendant cette session. Alors le fonds de dotation Christophe Février soutient depuis plusieurs années des actions dans l'art, l'éducation, l'écologie, le sport, la culture. Je vais vous donner quelques exemples. Nous sommes par exemple mécènes de la Fondation du Louvre. Cela nous permet d'offrir des bourses pour des étudiants qui souhaitent accéder à l'école du Louvre et également pour la restauration d'œuvres. Dans l'écologie, le sport et l'éducation, depuis 2 ans, nous soutenons une initiative qui s'appelle Goal 2030, qui allie en fait le sport et les 17 objectifs de développement durable. Pendant 3-4 jours, des collégiens de 3e font du handball à 4 et en même temps parlent des 17 objectifs de développement durable et d'actions concrètes qu'ils ont menées au sein de leur collège. Cet événement se passe en France, mais c'est également un événement qui se veut plus large. Et cette année, nous avons décidé, si les conditions nous le permettent, de nous rendre en Guadeloupe en fin d'année pour organiser cet événement à Pointe-à-Pitre. Nous soutenons également une fondation, et c'est tout récent, la Casa Rafael, qui elle est située en Argentine, dans le quartier de la Boca, et qui, lorsque l'école est terminée, vers midi, 12h30, là-bas en Argentine, accueille des enfants de 4 à 16 ans dans un centre et leur permet de s'exprimer via le dessin, la vidéo, il y a de la lecture, il y a des séances de cinéma, et les enfants sont ainsi, on va dire, entourés, encadrés, au lieu de rester dans la rue. Et tout récemment également, nous avons un partenariat avec la belle maison Gallimard pour l'édition d'un livre avec de très très belles images qui va paraître d'ici la fin d'année. Donc tous ces projets, comme vous le voyez, tournent autour de l'éducation, de l'écologie. Et donc nous avons commencé à réfléchir au sein du fonds de dotation avec les membres qui la composent, de se dire pourquoi est-ce que nous ne travaillerions pas aussi sur un projet éducatif et pourquoi pas un projet d'école. Certains membres du fonds de dotation, Elsa et Guillaume, allaient devenir parents pour la première fois et se posaient beaucoup de questions. D'autres membres étaient déjà parents depuis plusieurs années, voire de nombreuses années, et avaient donc connu soit des difficultés ou non avec leurs enfants dans le système scolaire actuel. Et nous nous sommes dit également, puisque nous allons travailler sur un projet d'école, nous allons pouvoir aussi apporter les moyens et l'expertise des entreprises qui sont aujourd'hui donatrices du fonds de dotation. L'objectif de cette école, c'était quoi de ce projet, de cette école Olysée? C'est quoi finalement? C'est vraiment de contribuer à la formation d'adultes autonomes, de faire de vos enfants des adultes autonomes, de les aider à gérer au mieux leurs connaissances, s'ils sont curieux et désireux d'acquérir de nouvelles connaissances, et qu'ils jouent également un rôle dans la vie sociale. Alors on ne se lance pas comme ça dans un projet d'école au hasard. Il nous a fallu 2 ans de préparation. Nous sommes allés rencontrer des parents, des écoles, de différents courants. Courants démocratiques, d'autres courants alternatifs, Montessori, Freinet, école du 3e type. J'ai rencontré Bernard Collot, avec qui nous avons eu de beaux échanges.
Et puis nous avons constitué une équipe projet, puisque c'est un projet. Et pour cette équipe projet, nous avions besoin d'experts, puisque au sein du fonds de dotation, nous ne sommes pas experts en éducation ni en enseignement. Philippe et Florian nous ont rejoints, tous deux enseignants de l'éducation nationale, et nous ont accompagnés dans ce projet, dans la création du projet également pédagogique que vous pouvez trouver sur notre site école-olysée.fr, que nous avons mis effectivement beaucoup de temps, de réflexion et d'échange pour le créer, le réaliser. Lorsque ce projet a été écrit, il fallait trouver le lieu qui corresponde à ce projet. Et là, il y a eu une quête, des discussions aussi au sein de la Fondation de savoir où on allait installer cette école. Paris, intramuros, est-ce que Paris correspond vraiment à ce que nous souhaitions? Est-ce qu'on allait trouver ce lieu? Ou alors aux alentours, autour de Paris. J'ai rencontré plusieurs mairies, plusieurs maires, et nous avons eu un accueil très favorable de la mairie de Saint-Germain-en-Laye, avec une équipe en charge de l'éducation, qui a trouvé notre projet très intéressant et nous a conseillé plusieurs lieux. Nous avons rencontré les responsables du X-Campus, rue de la Croix-de-Fer, ici à Saint-Germain-en-Laye. Ce campus abrite des entreprises, de grandes entreprises, de petites entreprises, des start-up, une pépinière de start-up sur 7 hectares, entre la forêt, des espaces verts, une cantine, un restaurant d'entreprise, un gymnase. Et il y avait là un espace d'un peu plus de 400 mètres carrés qui nous ouvrait les bras pour installer l'école Olysée. Le projet a également suscité de l'engouement au sein de X-Campus. La particularité également de l'école, c'est que c'est une classe unique. Nous allons accueillir en septembre 2020 18 enfants de 4 à 8 ans. Donc c'est du multi-âge et c'est ce qui nous différencie. Et Florian, qui va nous rejoindre tout à l'heure pour cette présentation, va vous expliquer tous les avantages du multi-âge. Le déroulement de la journée ou de la semaine pour l'école Olysée, donc nous partons sur lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi, 8h30, 18h, lundi, mardi, jeudi et vendredi. C'est une journée continue. Les enfants sont avec les adultes qui les accompagnent tout au long de la journée. Les parents ont l'occasion, bien sûr, de venir chercher leur enfant à partir de 15h30 s'ils le souhaitent. Mais l'enfant peut rester avec les adultes jusqu'à 18h. Le mercredi, l'école se termine à midi. Concernant les inscriptions, si vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur notre site école-olysée.fr, nous avons mis en ligne justement un formulaire de préinscription. Ça nous permet déjà d'avoir des premières informations sur votre enfant, sur vous-même et le souhait d'inscrire votre enfant dans l'école Olysée. Le conseil d'administration de l'école Olysée étudie ensuite tous les dossiers et nous proposons bien sûr des rencontres. Alors avec la situation actuelle, nous espérons pouvoir organiser très rapidement ces rencontres et pouvoir échanger avec vous de vive voix. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Florian Loupiac. Florian qui va nous rejoindre pour cette présentation et vous expliquer qu'est-ce que c'est l'école Olysée au quotidien, qu'est-ce que va être l'école Olysée pour votre enfant. Bonsoir Florian. Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Florian, je vais te demander peut-être avant de commencer l'explication de l'école Olysée, de te présenter et de dire aux parents qui nous écoutent quel est ton parcours et pourquoi tu as rejoint l'école Olysée. Alors je suis Florian, j'habite à Narbonne actuellement dans le sud de la France où je suis enseignant dans l'éducation nationale depuis 2005. J'avais une classe. J'ai démarré de manière classique et il y a plus de 5 ans, j'ai découvert le mouvement freiné de mon département. Et puis plus tard, après des réseaux d'écoles et d'enseignants, d'écoles du 3e type, avec lesquels j'ai échangé, j'ai fait évoluer ma pratique pendant toutes ces années. L'année dernière,
vous m'avez contacté, donc Claire, Philippe, pour rejoindre le projet de l'école au lycée, et j'ai donc demandé une disponibilité de l'Éducation nationale. Et ça fait 1 an maintenant que je travaille sur le projet. Merci Florian. Alors c'est vrai que ça fait 1 an que tu travailles sur le projet et tu vas également nous rejoindre pour la rentrée de septembre, puisque c'est toi qui vas être l'instituteur des enfants de l'école au lycée. Tout à fait, c'est ça. On l'appelle coordinateur pédagogique, mais oui, c'est ça, ça correspond à l'instituteur, c'est-à-dire que je serai la journée avec les enfants et une autre personne de 8h30 à 15h30, et il y aura une autre équipe, donc 2 autres adultes de 15h30 à 18h pour assurer l'encadrement des enfants à l'école. D'accord, donc 4 adultes pour les 18 enfants pendant la période, pendant la journée. C'est ça. Alors nous avons une question qui revient souvent depuis que nous avons lancé le projet de l'école au lycée, de la part de parents ou d'autres personnes, de savoir en quoi finalement l'école au lycée est différente. J'ai dit quelques mots en début de présentation, mais je pense que tu es le mieux placé pour expliquer aux parents qui nous écoutent en quoi l'école au lycée est différente. Donc l'école au lycée, elle est différente d'une école classique, dans le sens où l'adulte n'a pas un rôle d'enseignant transmissif, on va dire, enfin pas forcément avec les enfants. On cherche plutôt à ce que les enfants soient acteurs et que les apprentissages viennent d'eux à travers leurs activités. C'est-à-dire que chaque enfant, en fonction de sa curiosité et aussi en fonction de son rythme, rentre dans les apprentissages. Voilà, l'enfant travaille pour lui et il ne travaille pas pour l'adulte qui lui demande un travail spécifique. Ça, c'est une particularité grande et les neurobiologies aujourd'hui valident en fait c'est plus une hypothèse, mais le fait que les enfants apprennent davantage quand ils sont source de leur activité et pas quand ils répondent à la demande d'un adulte. Et donc, à l'école, il faut que les enfants soient autonomes pour qu'ils puissent par eux-mêmes prendre des initiatives et rentrer comme ça dans les apprentissages. Il y a aussi des moments de groupe, des moments de réunion qu'on rencontre un peu aussi dans les écoles classiques, mais moins quand même, où nous, on invite les enfants à mener un projet, à travailler en groupe, à prendre la parole à grand groupe, à s'organiser. Et puis, comme tu en parlais tout à l'heure, la classe est multi-âge. Le multi-âge, donc de 4 à 8 ans pour la première année, on le retrouve peu dans le système classique, si ce n'est dans des écoles, on va dire, un peu plus isolées. Et on retrouve dans le multi-âge des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans l'école classique, comme l'entraide qui va se faire de manière plutôt naturelle entre les enfants. Il y a la reconnaissance des enfants entre eux. Il y a une stimulation. Les petits vont venir demander de l'aide aux adultes, aux grands, qui va les stimuler et puis peut-être leur donner envie de pousser plus loin ce qu'ils sont en train de faire. Et puis il y a l'ambiance aussi, une ambiance particulière qu'on retrouve dans les classes uniques par le multi-âge, le fait qu'il y ait des petits au milieu des plus grands. Et puis à l'espace de l'école, donc tu parlais tout à l'heure d'une école de 400 mètres carrés. Donc c'est beaucoup plus grand qu'une salle de classe, en effet. Et je crois que nous avons le plan de l'école. Peut-être je peux parler de ces espaces avec plaisir. Oui, avec un plan d'aménagement. Voilà, donc on l'avait pas dans la première session et ça peut répondre à des questions. En tout cas, ça rend les choses un peu plus concrètes pour les personnes qui nous regardent. Donc l'école, voilà, on voit bien qu'il n'y a pas de rang de tables et de chaises comme dans une classe normale. Il y a différents espaces aménagés et les enfants, en fonction de leur projet, vont circuler d'un espace à un autre. Donc il y a une certaine liberté de circulation dans l'école. Et cette école est composée d'ateliers permanents. Les ateliers permanents, enfin ce que nous appelons des ateliers permanents, ce sont des ateliers, des lieux qui sont ici à demeure. Comme on peut voir en bas à droite, il y a l'atelier techno-bricolage, l'atelier peinture, le labo de sciences. À gauche, il y a la motricité, la musique, la cuisine et au-dessus des espaces, des bureaux, des bibliothèques, des espaces de travail pour utiliser des cahiers, des fichiers, des livres. Voilà. Et donc tous ces espaces disponibles en permanence permettent aux enfants
finalement, d'y accéder à n'importe quel moment de la journée, selon leur projet et selon l'organisation qui a été faite au sein de la réunion. On voit l'espace de la réunion en haut à gauche, donc une pièce dédiée, car la réunion est vraiment centrale. C'est l'endroit où l'école fait groupe, où les enfants se retrouvent, où ils discutent, où ils échangent, enfin les enfants et les adultes d'ailleurs, et où s'organise la journée, les activités des uns, des autres. Voilà. Merci Florian. Et, je t'en prie. Et oui, je voulais ajouter qu'à la fin de la session, il y aura, on a mis quelques photos et une petite vidéo pour montrer les lieux. Voilà. C'est vrai que c'est important parce qu'avec le confinement, déconfinement, on n'a pas encore eu l'occasion de montrer aux parents et aux enfants le site. Et ces quelques photos vous permettront déjà de visualiser l'environnement de l'école. Il y aura également une petite vidéo qu'on a constituée, assez amateur, mais qui vous permettra de voir l'espace qui va être alloué à tous ces enfants. Et alors, grâce à ton plan, Florian, qui était vraiment très, très clair finalement, hein, c'était super, on voit bien que la journée type de l'école au lycée, elle n'existe pas vraiment. Comment ça se passe en fait quand les enfants arrivent? Je suis parent, je dépose mon enfant le matin. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi, parent, je reste, je pars? Est-ce que l'enfant suit un programme? Comment ça s'organise? Donc, en effet, l'enfant arrive à l'école et il n'y a pas de programme de la journée à proprement défini. Ça va être défini, je le disais, pendant le moment de réunion. C'est là que vont naître les projets des enfants, les demandes de projets, d'organisation, de travail à deux, à plusieurs, comment on organise tout ça et comment on organise cette journée. Mais dans chaque journée, il va y avoir des moments donc comme ça de réunion, des moments de présentation de ce qu'ont fait les enfants pendant la journée, qui est quelque chose de très important aussi pour nous, et également des moments du coup d'activité qui peuvent être individuels, qui peuvent être à deux, selon le projet de l'enfant. Et au début, et pendant la phase de ce que nous appelons la phase de transition, on va accompagner les enfants justement à prendre un peu possession de cette autonomie et de cette prise d'initiative pour que ça devienne naturel. Et donc, il y aura différents moments dans la journée avec des moments de lecture, documentation, des moments de... Comment on dit? Ah, je n'étais plus à l'écran. Non. Je suis revenu. On t'a récupéré. Des moments de lecture, je ne sais pas s'il y avait le son, alors je répète. Des moments de lecture, documentation, des moments d'entraînement pour certaines notions. Quand les enfants rentrent dans des apprentissages, il faut formaliser les choses par de l'entraînement, donc il y aura des temps d'entraînement aussi, et des moments, des activités créatives également, et puis les moments de réunion dont je parlais tout à l'heure. Merci Florian. Donc vous voyez, on est bien en direct, et donc je vous rappelle que vous avez la possibilité donc de poser des questions dans la boîte de dialogue à droite de votre écran. Et d'ailleurs, Florian, nous avons des premières questions qui arrivent, dont une toute première question que je vais te lire, puisque Florian, lui, ne voit pas les questions. Je vais lire la question et suivant le type de question, nous allons y répondre, soit Florian, soit moi. L'école au lycée est-elle sous contrat avec l'éducation nationale? Donc non, l'école au lycée n'est pas sous contrat de l'éducation nationale. Quand une école ouvre comme ça, c'est une école privée qui est hors contrat, on appelle. Afin qu'elle soit sous contrat, il faut qu'elle soit validée par l'éducation nationale et l'inspection pendant 4 ou 5 ans, je crois que c'est 5 ans. Et à ce moment-là, on peut demander à ce que l'école passe sous contrat à l'éducation nationale. D'accord. Et c'est l'objectif de l'école au lycée? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Une autre question, toujours concernant l'éducation nationale. Suivez-vous le programme de l'éducation nationale par cycle? Oula, alors on est même plus large que les cycles, vu qu'on est dans une classe unique et il n'y a pas de classe niveau qui est très cloisonné dans l'école. Et le programme n'est pas un point d'entrée pour nous, c'est plutôt un repère. Pour nous, vraiment, le point d'entrée, c'est l'enfant, son rythme, son développement. Et le rôle de l'adulte va être de
d'aménager l'espace, d'aménager l'environnement qu'on a vu tout à l'heure, les ateliers permanents, pour donner envie aux enfants, pour les stimuler, créer un environnement provocateur pour que les enfants aient envie de rentrer dans les apprentissages. Et là, le programme n'est juste qu'un repère finalement pour nous. Mais bien souvent, dans mon expérience et dans notre expérience du réseau d'écoles du troisième type, qui est un réseau d'enseignants qui échangent, il y a de nombreux moments, comme les enfants sont libres d'explorer et d'aller au bout de leur curiosité, ils vont à de maintes reprises beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait voir dans les programmes. Et moi, dans mon expérience personnelle, par exemple, les enfants ont travaillé sur les dinosaures, ils ont fait des conférences à leurs parents sur les dinosaures, et donc ils avaient travaillé sur les dinosaures en particulier, avec lesquels vivaient, à quelle époque, comment ils ont disparu, combien de temps a duré l'époque des dinosaures, est-ce qu'ils ont tous vécu en même temps. Enfin, c'est des choses qui ne sont pas du tout abordées dans le programme, mais comme les enfants avaient envie et qu'ils étaient curieux de ça, on les laisse aller au bout de leur curiosité finalement. D'accord. Ce qu'on n'a pas dit en fait en début de présentation, c'est que les écoles du troisième type sont issues de l'éducation nationale. C'est pas un mouvement comme ça en dehors, c'est vraiment un mouvement issu de l'éducation nationale. C'est pour rassurer peut-être les parents. Oui, tout à fait. Alors le mouvement Freinet est peut-être plus connu, et donc c'est un prolongement du mouvement Freinet, c'est des enseignants Freinet, en particulier Bernard Collot ensuite, qui l'a théorisé dans les années 90. Mais lui déjà à son époque, ils étaient plusieurs à fonctionner comme ça. Et puis ensuite ça a été repris, les idées ont été prises et puis prolongées. Il y a eu d'autres expériences qui ont été faites. Et donc, ça date des années 90, donc c'est pas nouveau comme mouvement. Une autre question, Florian. Combien y a-t-il d'adultes pour s'occuper des enfants? Donc, tu as tout à l'heure parlé du poste, de ton rôle de coordinateur pédagogique et l'instituteur. Tu as également parlé d'autres adultes qui seront avec les enfants pendant la journée. Oui, tout à fait. Nous serons 4 adultes. J'ai dit tout à l'heure, mais pas 4 adultes en même temps. Il y aura toujours 2 adultes présents avec les enfants. Donc, moi, je serai avec Virginie, qui n'est pas là ce soir, mais qui nous regarde peut-être. Et puis, il y aura 2 adultes également l'après-midi qui feront le temps de 15h30 à 18h. D'accord. Une question concernant, toujours pour toi, Florian, les enfants sont-ils libres de choisir leur activité? Alors oui, ils sont libres de choisir leur activité. Oui, les enfants sont libres de choisir leur activité, mais on a bien vu que c'était organisé, donc l'adulte a un rôle important. Il n'est pas là juste pour surveiller les enfants qui sont libres de faire ce qu'ils veulent dans l'école. Vous imaginez un peu la pagaille, c'est pas possible. Donc tout cela est organisé, ça ressemble davantage à une ruche, à une fourmilière où chacun réalise ses projets personnels, ce qu'il a à faire. Et tout ça a été organisé au sein de la réunion. Donc, à chaque moment, moi, je sais quel enfant est dans quel atelier, qu'est-ce qu'il réalise comme projet. Et un projet, on encourage les enfants. Les enfants vont au bout de leur projet, car à la fin, il y a une présentation. Et ils présentent le résultat de leur projet. Ça peut être une construction, ça peut être une peinture, ça peut être un exposé, ça peut être un travail mathématique, ça peut être une chorégraphie à la motricité. Voilà, donc c'est ça ce qu'on entend par projet. Et donc, tous ces projets sont organisés. Après, ils sont libres, oui, de demander à réaliser un projet au moment de la réunion. D'accord. Une nouvelle question, Florian. Alors, ça va être encore pour toi. Comment se passe le passage au collège? Avez-vous un retour d'expérience? Je regroupe. Comment les enfants intègrent-ils le système classique après avoir suivi un cursus alternatif? Ce sont des questions que nous avons régulièrement sur notre boîte mail contact, effectivement, sur et après l'école au lycée, qu'est-ce qui se passe au collège? Je fais juste un petit aparté, Florian, pour expliquer qu'au sein du fonds de dotation, c'est un sujet qui nous anime, et notre objectif, c'est effectivement de commencer aujourd'hui avec une première école, l'école au lycée, maternelle, primaire, mais bien sûr de travailler à la partie collège, la partie et après. C'est un peu tôt pour nous, effectivement, en termes d'expérience.
pour le fonds de dotation, mais c'est un sujet vraiment qui nous anime et nous allons y travailler et nous entourer d'experts en la matière. Donc, pour répondre à ces 2-3 questions en une, est-ce que tu peux nous apporter une réponse sur le passage au collège? Oui, bien sûr. Donc, il y a 30 ans d'expérience dans l'éducation nationale. Et donc, les enfants qui grandissent et qui rentrent au collège, donc le collège ne ressemble pas du tout à cette école telle qu'il est pensé actuellement. Et les enfants ont bien sûr une phase d'adaptation au collège parce qu'ils ne fonctionnent pas pareil. Mais comme les enfants, donc, ils sont habitués à être autonomes, à être responsables, à prendre des initiatives, on leur apprend aussi à élargir leur regard et à prendre du recul sur les situations et ce qui se passe. Et finalement, ils vont facilement s'adapter au collège. Après un moment d'observation, finalement, ils comprennent les règles qui régissent le collège, le fonctionnement des classes, le fonctionnement des enseignants, le fait de l'emploi du temps. Et ces enfants qui sont habitués à faire des réunions et à prendre part à la vie citoyenne de l'école, ils ont souvent envie de continuer la même chose au collège. Et c'est pas rare que les enfants postulent pour être délégués de classe ou participer au conseil citoyen du collège, pour prendre part à la vie comme ils l'ont fait avant à l'école primaire, à l'école au lycée en l'occurrence. Là. Une nouvelle question, Florian. Là, je pense que je vais pouvoir y répondre. Êtes-vous sur une semaine de 4 ou 5 jours? Donc, on est sur une semaine de 5 jours finalement, puisque les cours, on assure donc le lundi, le mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi. Nous avons une question intéressante sur les intervenants extérieurs. Y a-t-il des intervenants extérieurs pour assurer l'apprentissage des langues étrangères, du sport, pourquoi pas, musique, etc. Donc oui, ça peut arriver. Alors c'est, comme on disait qu'on partait de la motivation des enfants et de l'envie des enfants, c'est eux qui vont faire appel plutôt que si nous on impose des intervenants qui viennent dans l'école, finalement ça peut devenir comme une école classique, comme un collège où on propose des activités aux enfants qui sont obligés de suivre. On va plutôt faire naître le désir chez l'enfant et c'est eux qui vont demander à participer à des activités proposées par un intervenant extérieur. Donc on sent bien la motivation. On n'a pas la même motivation à la maison quand on a des enfants. Si on leur impose une activité, sortez pendant le confinement alors qu'il pleut ou autre. Par contre, s'ils ont très envie de sortir parce qu'il y a des escargots et que quelqu'un a dit qu'il y avait des escargots à ramasser dehors, ils vont courir mettre leurs bottes et ils vont y aller d'eux-mêmes. Donc c'est un peu ce même genre de motivation qu'on essaye de susciter chez les enfants. Et les enfants sont très curieux, ils adorent les langues, ils adorent la musique, ils adorent le sport. Mais ce ne sera pas ce qui sera posé de prime abord à l'école. L'école ne commencera pas en septembre avec des intervenants extérieurs. D'accord. Donc, je vous rappelle que vous pouvez toujours donc, continuer à poser des questions. Comment assurez-vous la sécurité des enfants lorsqu'ils sont sur le campus? Je vais répondre en partie, puis ensuite tu pourras prendre le relais, Florian. Donc le campus, le X-Campus est sécurisé puisque pour accéder sur le campus, il y a une sécurité, il y a une barrière. Donc il n'est pas possible de rentrer sans passer par cette étape. Et ensuite, les enfants qui iront à l'école, au lycée, auront un accès pour aller jusqu'à l'école sans passer par les parkings et autres lieux du campus. Donc, le campus est également complètement avec des barrières et puis des arbres. Et donc, tout est bien sécurisé. Et ensuite, effectivement, les adultes qui vont encadrer les enfants et les accompagner sont avec eux et ne vont pas les laisser partir, courir dans tous les 7 hectares. C'est ce qu'on a dit au début, je crois, Florian. Oui. En tout cas, des parents ne laisseraient pas leur enfant courir dans 7 hectares de forêt sans surveillance. Et bien sûr, on a du bon sens, on ne va pas faire la même chose. Par contre, on a la chance de bénéficier de nombreux bosquets de cette forêt. Et des sorties seront sans doute prévues, les enfants auront envie de sortir. Et ce sera toujours accompagné en groupe qu'on ira explorer le parc. Ensuite, devant l'école, il y a un accès privilégié à de la verdure, à un espace avec un bosquet et puis une dalle aussi qui permet aux enfants de sortir, s'aérer, jouer à l'extérieur, gratter la terre, aller voir des insectes, faire des expériences, mais dans un
comment dire, dans un espace, voilà, dans un périmètre autour de l'école. D'accord. Est-ce que les enfants vont pouvoir faire du sport? Alors, on a parlé du parc. Quel type d'activité on va pouvoir proposer aux enfants sur ce parc? J'ai parlé également d'un gymnase tout à l'heure qui peut être mis à disposition des enfants lorsqu'effectivement le temps ne le permet pas ou pour des jeux collectifs. Par exemple, si on doit jouer au ballon, au foot, on pourra difficilement le faire dans le parc parce que le ballon va partir n'importe où. Donc, ils pourront accéder au gymnase. Mais si je me souviens bien, sur le plan, on voit également une petite salle de motricité, notamment pour les plus petits, où ils pourront exercer quelques activités sportives. Oui, elle est même plutôt généreuse, oui. En fait. Parce que, pareil, il faut sortir de la notion qu'on va tous aller en classe entière faire de la motricité dans la salle de motricité, ce qui serait bien sûr pas possible. Mais il y aura des modules pour faire des parcours pour les plus petits qui auront accès. Il y aura des ballons, des cerceaux, il y aura des tapis, il y aura du matériel pour faire du sport en intérieur, des chorégraphies, de la musique, aussi du théâtre, de la danse. Des choses comme ça. Et puis pour les activités extérieures, nous sortirons soit dans le parc, soit dans le gymnase qui est actuellement en train d'être construit sur le campus. Tout à fait. Une nouvelle question concernant la cantine. Y a-t-il une cantine? Alors c'est vrai qu'en début de présentation, je vous ai expliqué comment était fait ce campus avec un restaurant d'entreprise auquel les enfants auront accès. Nous sommes en discussion, j'ai d'ailleurs discuté ce matin avec les responsables du restaurant d'entreprise pour voir comment accueillir les enfants, à quel espace va leur être alloué, et également pour parler menu et diététique avec eux sur la préparation, donc pour que vous puissiez également, vous, parents, participer à cette discussion. Donc il y aura le choix effectivement d'une cantine. Et pour les parents qui, pour des raisons de régime alimentaire, pour leur enfant, d'allergie, préfèrent que l'enfant apporte son repas, nous mettons à disposition au sein de la classe un endroit où les enfants pourront manger tranquillement. Maintenant, nous avons plutôt une question qui était destinée, Florian. Comment allez-vous évaluer les enfants? Comment nous allons évaluer les enfants? Donc, essentiellement par l'observation. De même qu'à la maison, les parents ne font pas des évaluations formelles à leurs enfants pour les évaluer et mesurer leur progrès. À l'école au lycée, également, on utilisera l'observation, et surtout que les enfants vont rester plusieurs années à l'école, ils vont évoluer à leur rythme, et leur progrès n'est pas régulier. En tout cas, une observation régulière, enfin même quotidienne pour ma part, par cette observation, je pourrais mesurer les progrès des enfants tout au long de l'année. On va appeler ces progrès des pépites parce qu'on va utiliser un matériel, enfin un logiciel informatique qui permet de répertorier ces pépites, ces réussites et de les visualiser. Et on va utiliser ce qu'utilisent certaines entreprises. C'est un logiciel du coup basé sur la notion des arbres de connaissances, c'est-à-dire chaque enfant, quand il acquiert une compétence, elle est visible aux yeux de tous. Et ça fait que les autres enfants peuvent faire appel à la connaissance ou à la compétence de cet enfant qui devient spécialiste de ce savoir qu'il a acquis, de cette réussite. Donc moi, mon rôle va être par l'observation aussi de valoriser les enfants et les enfants déjà par eux-mêmes, de montrer, de prendre conscience qu'ils sont riches d'un savoir, d'une compétence ou d'une connaissance. Ils vont être reconnus par le groupe pour ce savoir-là. Et donc à tous, avec toute cette classe multi-âge et toutes les compétences des différents enfants dans toutes les, j'allais dire les disciplines, mais c'est pas ça, je verrais plutôt en tête les intelligences multiples, c'est-à-dire on va privilégier aussi bien le sport que les mathématiques, la lecture, et il n'y a même pas besoin tant de le formaliser parce que les enfants, entre eux, ils savent qui c'est qui a des meilleures compétences dans tel ou tel domaine. Ils vont se faire appel au niveau de l'entraide, ils vont faire appel à celui qui a la compétence qu'ils recherchent en fait. Voilà. Et donc, le matériel qu'on va utiliser, enfin le logiciel, va permettre de mettre ces réussites, ces compétences en évidence. En évidence, d'accord.
Nous avons une toute dernière question, Florian, avant de conclure et de passer à la petite vidéo et aux images du site et du lieu. À partir de quel âge accueillez-vous les enfants? Alors, la première année, donc à la rentrée de septembre 2020, nous allons accueillir des enfants à partir de 4 ans. 4 ans jusqu'à 8 ans. Et ce, sur les 3 années à venir, pour ensuite accueillir les enfants à partir de 3 ans. L'objectif, c'est de garder cette notion de multi-âge, accueillir des enfants qui vont ensuite grandir avec nous jusqu'à l'entrée au collège. Merci Florian, merci pour ta participation active et toutes les réponses que tu as apportées aux parents. Merci Claire, bonsoir et bonsoir à tous. Et donc, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu dans nos différentes communications, que nous avons prévu une nouvelle session, présentation, questions-réponses, fin mai, donc le 27 mai à 20 h. Nous souhaiterions bien entendu la réaliser, plutôt cette réunion de la réaliser en face à face, si c'était possible. Nous allons suivre l'actualité, vous comme moi, pour voir si c'est réalisable. Et nous souhaiterions bien entendu vous montrer les lieux. Avant de nous quitter, je vous propose de regarder donc cette petite vidéo amateur que nous avons réalisée à partir donc de plans de l'espace que sera l'école Olysée, des photos qui montrent également le campus, la situation de l'école au sein du campus. Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site école-olysée.fr. Nous avons également une page Facebook qui est très très dynamique. La ville de Saint-Germain communique sur son site ville de Saint-Germain-en-Laye, et nous allons également mettre quelques informations au sein de la ville de Saint-Germain et des villes aux alentours. N'hésitez pas également à utiliser notre adresse mail contact@école-olysée.fr. Nous répondons à toutes vos questions. Il y a également un numéro de téléphone si vous préférez qu'on se parle au téléphone, si vous avez des hésitations et des questions au sujet de la préinscription, au sujet de la scolarité, des frais de scolarité. Appelez-nous, nous sommes à votre disposition et nous vous souhaitons une très très belle soirée et j'espère de vous revoir très très prochainement au sein de l'école Olysée. Nous allons maintenant lancer la vidéo de l'école Olysée qui prend quelques instants et ensuite le partage des photos. Très très bonne soirée à tous.